On se retrouve aujourd'hui dans une ville qui est vraiment sur le fil du rasoir. Trois forces sont sur le point d'entrer en collision: le pouvoir, l'art et la justice. On va décortiquer ensemble cette escalade de violence, où chaque camp cherche à imposer sa loi par les moyens les plus extrêmes. Et tout commence avec ça, ce chiffre, 2,8 millions de dollars. Alors quel est le lien entre une dette aussi colossale et une chasse à l'homme lancée à travers toute la ville pour retrouver un artiste meurtrier? Eh bien, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Voici notre feuille de route. On va d'abord voir la pression qui s'accumule sur le caïd. Puis, on va basculer dans l'horreur, avec un chef-d'œuvre pour le moins sanglant. On verra ensuite comment tout ça déclenche la guerre officielle de Fisk, comment ça pousse un diable très réticent dans ses derniers retranchements, pour finalement l'amener au choix du héros. Allez, on commence tout de suite avec la pression sur le caïd. Parce que dans son monde, un monde de dette et de contestation, l'autorité de Wilson Fisk est remise en question. Et ça, il n'aime pas ça. Mais alors pas du tout. Le premier front, c'est l'argent. Un certain Lucas refuse de payer une dette de 1,8 million de dollars. La réponse de Fisk, elle est immédiate et elle est brutale. La dette passe à 2,8 millions avec une semaine pour obtempérer. On voit tout de suite sa méthode, utiliser la pression économique comme une arme, une pure démonstration de force pour rappeler qui est le patron. Mais attention, il n'y a pas que l'argent. Lors d'une soirée de collecte de fonds avec le gratin de la ville, Fisk se heurte à une opposition politique bien réelle. Des gens très influents, comme le mondain Jack Duquesne, s'opposent publiquement à ses projets pour le quartier de Red Oak. En gros, Fisk est pris en tenaille entre la pègre et les élites. Et pendant que Fisk gère ses problèmes de pouvoir bien structurés, une nouvelle menace, beaucoup plus chaotique, beaucoup plus imprévisible, sort de l'ombre pour peindre son propre chef-d'œuvre sanglant. Cette menace, elle a un nom: Musée. Un artiste de rue qui reste anonyme et dont le support, sa peinture, c'est le sang humain. Imaginez la scène quand les services de nettoyage de la ville tombent là-dessus. C'est la stupeur générale. Et là, la situation dégénère complètement. Ce qui n'était qu'une rumeur macabre devient une réalité terrifiante. Muse laisse les corps de 2 victimes juste à côté de sa nouvelle fresque. C'est une signature, une confirmation publique. Le point crucial, c'est que son art et le meurtre sont maintenant une seule et même chose. Une nouvelle forme de terreur est née. Face à ce chaos, à la fois artistique et mortel, Fisk, lui, y voit une opportunité. Il déclare sa propre guerre. Sa réaction est décisive, elle est brutale et surtout, elle est calculée. Il va se servir de cette crise pour renforcer son emprise sur la ville et légitimer sa propre violence. Alors, comment il s'y prend? C'est un plan en 3 étapes très simples. D'abord, il crée une unité spéciale anti-justicier, la fameuse AVTF. Ensuite, il lui donne des pouvoirs étendus, carte blanche. Et enfin, il va chercher des officiers à la réputation, disons, sulfureuse, comme Powell ou l'ancien détective Cole North. En clair, Fisk utilise les institutions pour se créer une armée privée à son image. Bon, on a Fisk d'un côté qui joue les chefs de guerre. Et de l'autre, on a un conflit beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, celui qui se joue dans la tête de Matt Murdock, notre diable bien réticent. On fait la connaissance d'une femme, Angela. Elle est persuadée d'une chose: la mort de l'enquêteur Ayala est directement liée à ses recherches sur Muse. Elle sent que quelque chose de terrible se trame et elle a besoin d'aide. Et elle se tourne vers qui? Vers Matt Murdock. Sa réponse est sans appel: c'est non. Un non catégorique. Il est complètement déchiré, il ne veut plus s'impliquer, il essaye par tous les moyens de laisser cette vie de justicier derrière lui. Et c'est ce refus justement qui va tout faire basculer. C'est ce qui va précipiter le choix final du héros. Avec Murdock sur la touche, les événements s'emballent et le poussent vers une action qui va devenir tout simplement inévitable. L'engrenage est tragique, et il se met en place très vite. Poussée par son sens de la justice, Angela décide d'enquêter toute seule. Et ce qui devait arriver, arriva. Muse la kidnappe. C'est en apprenant sa disparition que Murdock atteint son point de non-retour. Rester sans rien faire n'est plus une option. Face à ce danger imminent, le choix de Matt Murdock est fait. Il renfile le costume. La justice aveugle de Hell's Kitchen est de retour. Daredevil est de retour. Et l'action ne se fait pas attendre. Daredevil trouve le repère de Muse. Un combat féroce s'engage entre le justicier et l'artiste dément. Dans le chaos, il réussit à sauver Angela. Mais Muse parvient à s'échapper. C'est une victoire, mais elle a un goût amer. Pendant ce temps-là, parce qu'il y a toujours un pendant ce temps-là avec Fisk, pendant que Daredevil est occupé avec Muse, le caïd, lui, est loin de rester les bras croisés. Il continue de consolider son pouvoir et de la manière la plus directe possible. Pour bien montrer qu'il commande, il donne une hache à un prisonnier, un certain Nadan, et le défie en duel. Fisk le démolit sauvagement avant de le traîner lui-même jusqu'à sa cellule. Le message est d'une clarté de cristal, sa domination est totale, que ce soit dans la rue ou derrière les barreaux. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. Avec l'artiste qui court toujours et le diable de retour aux affaires, au final, à qui appartient vraiment cette ville ?
Le chaos de Muse, la force de Fisk et la justice de Daredevil sont désormais sur une trajectoire de collision. Et ça s'annonce explosif.